La mansarde. Son regard me traverse, sans me voir. Ses iris d'un bleu éteint sont délavés par le temps et striés de fissures grises causées par les médicaments qu'elle prend depuis des années. Elle parle d'une voix atone. Mes pensées dérivent entre les espaces qu'elle ouvre et ferme à sa guise, m'y laissant perdu, habité par des peurs aussi vivaces que celles que j'éprouvais gamin, certaines nuits où je l'appelais. Elle venait toujours, fantôme familier. Son regard évitait le mien comme il avait dû le faire dès le jour de ma naissance. Elle me tendait un verre d'eau et le cachet d'aspirine que j'avais réclamé, prétextant une migraine plutôt que d'avouer un effroi mortel et le désir de sa main sur ma peau. Je buvais lentement, espérant la garder plus longtemps auprès de moi. Elle restait assise sur le bord de mon lit, attendait que je finisse de boire en fixant la fenêtre obscurcie par de lourds rideaux. Après quoi, elle remportait le verre sans un baiser ni une parole. Elle éteignait la lampe. C'est sûrement ce qu'elle savait faire de mieux, éteindre. L'angoisse s'était un peu dissipée, je m'endormais, la respiration hachée de sanglots avortés. Elle est très âgée maintenant. Ses yeux usés voient au-delà des murs du salon, au-delà de moi, dont la présence n'est pour elle qu'une ombre presque étrangère. J'écoute une fois de plus le récit de son drame. On dirait que les événements sempiternellement ressassés l'ont figée dans ce désespoir qu'elle n'a jamais réussi à surmonter. Elle raconte. Je revois la mansarde au premier étage de la petite maison de mon enfance près de la forêt. Tandis qu'elle psalmodie sa litanie, je sais qu'elle ressent physiquement l'atmosphère de cette chambre qu'il fallait atteindre par un escalier de bois piqué des vers. Un jour, j'ai osé enfreindre l'interdit, j'ai ouvert la porte de la chambre sacrée. Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'écoutais la ritournelle d'une boîte à musique que j'avais trouvée sur la table de chevet, fasciné par la danseuse en tutu qui tournait sur un socle rouge pailleté d'éclats brillants. Je ne l'ai pas entendue arriver. Elle m'a arraché la boîte des mains et l'a rangée dans une armoire où j'ai aperçu des vêtements d'homme, tandis qu'une forte odeur de naphtaline me piquait le nez. Elle s'est assise au bord du lit recouvert d'une dentelle jaunie et m'a congédié. C'est probablement en ce lieu suspendu hors du temps, ce sanctuaire interdit, que naquit il y a très longtemps par un après-midi d'été caniculaire son silence et son manque de tendresse. Lui, 18 ans et tuberculeux, allongé dans la pénombre camphrée, avait eu un violent accès de toux. Affairée en bas, elle était montée aussitôt dans la mansarde, épouvantée d'avoir à revivre la terreur subie 2 ans plus tôt, quand son père était mort les poumons rongés par la poussière de pierre et de charbon. Émigré en France avant la guerre de 14, il avait travaillé comme charbonnier au fin fond des bois du côté des Cévennes, avant de s'embaucher en Seine-et-Marne dans une carrière de pierre meulière. Le sort malheureux d'un Italien qui fuyait son village de Guetera, perché sur les hauteurs au-dessus de Giaveno. Le destin d'un Rital qui a fait les mauvais choix, victime du cynisme de ceux qui l'exploitaient et de son accoutumance à la souffrance. Elle avait couru vers son frère cadet qui se contorsionnait sur le lit en proie à une panique mortelle. Elle avait épongé la sueur sur son front, nettoyé sa bouche ensanglantée et s'était allongée près de lui, tenant sa main fiévreuse en lui chantant une berceuse jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle priait, en faisant le moins de bruit possible. Elle avait somnolé. Un cri l'avait réveillée en sursaut. Son frère s'était dressé à demi sur le lit, il avait toussé et projeté un morceau de poumon écarlate sur sa robe. Il était mort dans ses bras. Elle était restée plusieurs heures à ses côtés, pleurant pour la dernière fois de son existence.
Je suis certain que sa vie ne fut qu'une angoissante épreuve, qu'elle établissait une distance affective avec ses proches, son mari, ses enfants, pour éloigner la malédiction et les protéger du pire. Est-ce vrai, maman, que tu craignais à tout moment de nous voir mourir comme l'avait fait ton frère adoré? Que tu t'y préparais en réprimant tes sentiments? Sais-tu que ta froideur, illusoire précaution contre la perte, n'a réussi qu'à instiller dans mon âme d'enfant un manque de confiance en moi, un désespoir latent? Si tu savais comme j'ai dû lutter contre ce sentiment de déréliction qui m'habitait, contre la malédiction qui te hantait et que tu nous as transmise. J'ai compris bien tard que ta manière de nous aimer était de te dévouer à nous telle une esclave. Nous ne te remercions jamais pour le travail que tu effectuais à la maison, pour les plats délicieux que nous dévorions. Je te regardais faire. Si j'essayais de t'aider, tu m'en dissuadais, en arguant de ma maladresse. L'interprétation que je fais de ton attitude est peut-être fausse, mais elle me rassure. Elle adoucit mon ressentiment. Une porte s'est ouverte dans la nuit. Je marche d'un pas plus assuré. Aujourd'hui, croyant au conte que je me suis inventé, je parviens à dominer la toux qui me prend quand une femme m'approche de trop près.